Autrefois, les films finissaient à la poubelle. Un homme a eu l'idée de les sauver, de les conserver, de les montrer aux nouvelles générations. C'est ainsi qu'il a sauvegardé la mémoire de l'imaginaire du XXe siècle. Il s'appelait Henri Langlois. Le film que vous allez voir parle de lui. C'est un rêve que je faisais presque 2 fois par an quand j'étais un enfant. Je rêvais que j'étais dans... Ça cessait à l'âge de 20 ans après. Allô? Oui. C'est de la part de qui? Écoutez, si vous voulez parler à M. Henri Langlois, la chose la plus simple, c'est d'appeler vers 9 h ici. Je crois qu'il y sera. Voilà. Bonjour, monsieur. Février 1968. 3 mois avant ce qu'on a l'habitude d'appeler les événements de mai 68, des étudiants, des artistes, des intellectuels manifestent à Paris pour défendre Henri Langlois, créateur et symbole de la Cinémathèque française, que les commissaires de la culture avaient essayé d'écarter de ses fonctions. Le scandale, ses retombées furent telles que le général de Gaulle, devant les rapports de police, l'inquiétude des ministres, est censé s'être écrié un matin « Mais qui est donc cet Henri Langlois ?» Quatre ans plus tôt, à cette même rue de Courcelles, Henri Langlois arrivait un matin à son bureau de la Cinémathèque française. Henri Langlois, le 13 novembre prochain, vous allez avoir, est-ce qu'on peut le dire? 50 ans, oui, je sais bien. Et la Cinémathèque va en avoir, à cette année, 30 ans, si je ne m'abuse. C'est bien en 1934 que vous avez commencé à collectionner la pellicule? Non, 35. Vous aviez 20 ans, 21 ans. 21 ans. Il n'y avait que ses grands yeux alors qu'on voyait d'abord. Et il allait peut-être 4, 5 fois le jour au cinéma. Il avait quelquefois les yeux complètement brûlés. Lotta Eisner, quel est votre premier souvenir de Henri Langlois, de votre première rencontre? Ça a dû être en 1935.
Je me souviens d'avoir lu que deux jeunes gens sauvaient des films muets et ça m'intéressait pour mon journal. Et alors on s'est rencontrés, chacun de nous, parce qu'on ne se connaissait pas, avait un journal de cinéma sous le bras. Et comme ça, j'ai connu Langlois et Franju. Je me trouvais sortant d'une chose abominable qui s'appelle le régiment à Fougères quand mon frère m'écrit pour me dire « Je connais un garçon curieux, un peu fou, il te plaira beaucoup ». Il a été trouvé Paul-Auguste Harlay et nous avons obtenu de lui 10 000 francs pour acheter des copies de films qui étaient en perdition. Je me souviens de Caligari, de La Passion de Jeanne d'Arc qui était perdue. Il faut s'être trouvé dans une cave en 1935, comme Langlois s'y trouvait avec moi, dégager un film presque flou, bouffé par l'humidité, regarder l'image et dire « Griffiths 1914 ». Je ne connais pas un critique qui ferait ça. Je n'en connais pas. Et effectivement, c'était Griffiths 1914. Au début de leur amitié, en 1934, Langlois et Franju, à l'époque cinéaste débutant, avaient tourné ensemble un court-métrage muet. Langlois n'avait pas de vocation de cinéaste, puisque quand j'ai fait ce premier film avec lui sur le métro, il n'osait pas toucher à l'appareil en me disant que ça portait malheur. Non. Langlois avait cette vocation admirable. Non pas de faire des films, mais de les montrer. Et de les montrer au plus grand nombre. Et cela à une époque où le destin naturel des films, après leur exploitation, était la poubelle. Hier encore, ces vedettes de l'écran étaient admirées par le monde entier. Mais la célébrité est chose bien passagère. Les vieux films sont aujourd'hui déchiquetés, puis trempés dans des bains chimiques afin d'être débarrassés de leurs images. La pellicule est ensuite fondue. Et maintenant, la vedette de l'écran, qui fut jadis, madame, votre préférée, servira à vous vernir les ongles. Mais ce n'est pas tout. Les restes des films vont subir une nouvelle transformation et deviendront bouillis et bientôt cirage. Si vous avez de l'imagination, monsieur, vous devinerez peut-être sur le brillant de vos chaussures le sourire de celle qui vous fit rêver quelquefois. J'ai vu un épisode du Comte de Monte Cristo quand j'étais tout gosse. Or, j'ai dû le voir ce film vers 1918. Évidemment, le cinéma pour moi, c'était le cinéma muet. Et puis on ne pouvait plus rien voir, on ne pouvait plus voir de films muets. Et puis tout le monde pensait que c'était fini. Et c'est la mort du cinéma muet qui m'a donné cette idée. Qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, au lieu de se lancer vers l'avenir, un jeune homme choisit de consacrer sa vie à sauver les traces du passé? Né pendant l'adolescence du cinéma, Langlois devait être l'un des derniers hommes dont la mémoire épousait l'histoire du cinéma, les époques, l'évolution de celui-ci correspondant aux âges de sa vie. Parcourant inlassablement brocantes et marchés aux puces, Langlois commençait à sauver la préhistoire du cinéma autant que les traces de son enfance. Lanterne magique, praxinoscope, autant que la conquête du pôle de Méliès. À cette époque, pour les fonctionnaires de la culture, il n'était qu'un fouineur de poubelles. Je ne suis pas un collectionneur. Si j'étais un collectionneur, je serais milliardaire à l'heure actuelle. Parce que pensez qu'à l'époque, les gens ne croyaient pas du tout à la valeur des œuvres du muet. Ils savaient que ces films avaient représenté quelque chose. Ils pensaient qu'ils ne représenteraient jamais
plus rien sur le plan de l'argent. Donc on aurait pu acheter pour 1 franc toutes les archives Gaumont, toutes les archives Pathé, par exemple. Vous pensez quelle richesse, quel capital aurait aujourd'hui la Cinémathèque si j'avais acheté pour 1 franc les archives Gaumont. L'homme a appris ce que c'était que le cinéma. Mais le cinéma, il a existé dans son absolu dès le premier jour. Il y avait à l'époque une atmosphère plastique, picturale en France fantastique, qui avait commencé avec le paysagiste de Berbison, et puis nous étions en pleine période de l'impressionnisme, ce qui fait que le père Lumière, il savait exactement placer sa caméra où il fallait, et je crois que c'est ça qui a tellement frappé les gens. Ce qu'on appelle l'histoire du cinéma, elle commence en 1901, elle ne commence pas à Louis Lumière, elle commence avec Pathé, l'évolution réelle qui aboutit à Hollywood. Et puis commence l'aventure des gens qui sont des marchands forains, des colporteurs. Les producteurs étaient analphabètes, les metteurs en scène étaient analphabètes, les spectateurs étaient analphabètes, les gens qui allaient dans les fêtes foraines c'était des analphabètes. Et ces analphabètes ont fini par atteindre d'année en année une telle culture cinématographique qu'en 1929, c'était prodigieux ce qui se passait dans les salles de quartier. Les gens avaient une culture du cinéma, une compréhension du cinéma absolument prodigieuse. Je crois que c'est pour ça que Pathé a toujours dit que le cinéma était l'université du peuple. L'arrivée du parlant en 1929 devait détruire cet art, laisser le cinéma à la recherche parfois hésitante d'un nouveau langage. Avec le cinéma muet, mourait tout un monde imaginaire, où Langlois avait appris à rêver, un monde auquel il ne pouvait pas renoncer. Ce n'est que 5 ans plus tard, en 1934, qu'un film parlant allait pour la première fois éblouir Henri Langlois. Et il fit une césure dans sa vie. Dépêche-toi! Viens pas! Coupe pas l'eau! Du papier autour! Du papier autour! Du papier autour! Heureuse vie à bord de la Talente! Jean Vigo mourait 2 semaines après la sortie de la Talente, mutilé, défiguré par ses distributeurs. Et il mourait rue Gazan, à côté de l'atelier du décorateur Lazare Merson. 10 ans plus tard, Langlois s'y installait pour le reste de sa vie. L'année 34, vous n'avez pas idée de ce que c'est. La Talente est terminée, Vigo est mourant, et il est trahi. Ça heurte, c'est un film trop neuf, c'est trop, si vous voulez, proche du meilleur de la littérature, de la poésie, de la France. Et Vigo est une victime. Vigo, c'est un être absolument extraordinaire. Sur le plan du cinéma, il a réussi un miracle. Un miracle que personne jusqu'à présent n'a pu répéter. Quel est ce miracle? Au début, si vous voulez, vous avez un élément, c'est l'image. L'image, on peut le comparer, si vous voulez, à un diamant. Alors, le diamant brut, c'est la pierre d'une beauté extraordinaire, c'est lumière. Puis les gens apprennent à polir le diamant. Puis arrive Griffith et il taille le diamant. Mais il y a une unité totale dans ce processus, parce que c'est un élément. Le parlant, c'est 2 éléments. Le son, c'est l'image. Le drame du cinéma, c'est que très peu de gens ont réussi à faire cette unité. Vigo, on ne sait pas, c'est le mystère. On n'arrive pas à retrouver le secret des bleus, par exemple, de Chartres. Ben, c'est exactement le cas de Vigo. Il a fait un bleu, tout le monde cherche à l'imiter, tout le monde en voit la beauté, tout le monde essaye de le suivre, mais personne ne peut répéter ce bleu parce que le secret est perdu. Et le secret est perdu parce que Vigo est mort prématurément.
Le scénario que j'avais écrit en seconde, je ne devinerai jamais. C'était Le Mouron Rouge. C'était un roman, que j'avais découpé, quoi. C'est assez marrant, non? Qu'est-ce qui se passait? Le roman Mouron Rouge a été tourné par Leslie Howard 10 ans plus tard. C'est tout. Alors c'est là qu'on peut se rendre compte la différence, si vous voulez, entre la mise en scène et la vraie mise en scène. Parce que il y a bien le truc, on voyait dans mon truc, j'avais mis des roues, et puis la charrette, on voyait la roue, enfin on voyait le truc, quoi. Alors que dans Leslie Howard, il n'y a jamais de roue, il n'y a jamais de charrette, il y a simplement un jeu extrêmement direct. On raconte une histoire, et puis c'est tout. J'ai été ou plus malin ou plus lâche, je ne sais pas, que les autres. Je me suis dit, merde, un cinéaste devient un esclave, il est tout le temps obligé de dépendre d'autrui. C'est ça l'esclavage. D'autre part, moi je suis un homme formé par le muet, et par conséquent, je ne peux pas concevoir qu'on puisse faire un film et ne pas écrire le dialogue. Alors quand on ne s'est pas capable d'écrire un dialogue, il vaut mieux ne pas faire le film. En cette année 1934, après l'expérience du métro, Langlois décide de renoncer à la réalisation et fonde avec Franju la Cinémathèque française. Le fantôme de Vigo va le hanter, comme celui du cinéaste idéal qu'il n'a pas osé devenir. Et Charlot! Oui? T'es là? C'est toi, non? Oui, c'est moi, je viens de déterrer, bouge pas. Qu'est-ce que vous faites? Ben, j'enlève le panneau, ça se voit. Vous avez une autorisation? Oh, mon vieux Batala est mort, un peu d'air pour Charles. Ah, faut un papier, un ordre écrit. La consigne, moi, quand j'étais autant, jamais discuté un ordre écrit, même. Faut un papier. Bon, la consigne, on s'en fout, l'hygiène d'abord. Le soleil, c'est la santé. En 1936, avec le triomphe du Front populaire, le climat social change profondément. Pour la première fois, celui qu'on appelait le fouineur de poubelles est écouté par des gens liés au pouvoir. Et déjà, ce sont des femmes qui vont l'entourer, soutenir son action. La cinéaste Germaine Dulac, Yvonne Dornès, chargée de mission au ministère de l'Éducation, qui restera associée à la Cinémathèque jusqu'à sa propre mort. Au ministère des Affaires étrangères, Suzanne Borel, la future Madame Georges Bidault. Alors ça te plaît, ça, Joseph? Non, que tu es chic, alors. Oh, dis donc, si on est bien. Dis donc. Et Estelle? Estelle. Dis donc, on a fait ça pour qu'il ait l'air dégagé un peu, vous serez gentil. Mais ses contacts avec le pouvoir ne sont pour Langlois que de nouvelles possibilités d'assouvir sa passion, sauver des films en péril. Et bien avant que la Cinémathèque ait sa propre salle, il les projette régulièrement dans le ciné-club qu'il crée, aussi avec Franju. « 35 ans plus tard, aux États-Unis. Jonas Mekas filme les retrouvailles de Hans Richter, chef de file de l'avant-garde allemande des années 20, avec Langlois. En 1937, Langlois avait confié à son frère cadet une mission particulièrement périlleuse. Il m'avait demandé, lorsque j'avais 16 ans, d'aller en Allemagne et dans un véritable scénario d'espionnage qu'il avait monté, d'arriver à faire évader d'Allemagne des films d'Hans Richter qui étaient des films condamnés par les nazis. Et puis, il tenait tellement à sa passion que il y aurait sacrifié n'importe qui, y compris sa famille. Et en 1941, alors que sur les Champs-Élysées... Pendant 2 ans, on ne savait pas où étaient nos films. Et puis c'est le miracle, toujours la même chose, le destin, qui a fait que l'opéra a eu besoin d'un film qui lui servait de décor pour une pièce que les Allemands, l'Académie de Berlin a demandé que l'on joue. Et c'est comme ça que Germaine Dulac me téléphone en me disant « Écoute, on a retrouvé ce film. Accompagnez-moi
On va voir s'il n'y a pas les autres films, et tous les films étaient là, et l'endroit où étaient les films, c'est une chose étonnante, c'est le bureau de la Columbia, qui sont toujours là, Warner Columbia, c'est-à-dire en face de chez moi. Les films de la Cinémathèque étaient en face de chez moi sans que je sache. Langlois retrouve Hensel, l'ancien directeur des archives du Reich, avec qui il avait fondé, en 1938, la Fédération internationale des archives de films. Le major Hensel est à la tête de la censure. Il permet néanmoins à Langlois d'entreposer des copies dans les caves que l'armée d'occupation avait réquisitionnées au palais de Chaillot. Pendant que Franz Lehár, le compositeur de La Veuve Joyeuse et Le Pays du Sourire, dirigeait un orchestre de musiciens de l'armée allemande, dans les sous-sols du même palais qui 20 ans plus tard allait héberger la Cinémathèque, Langlois entreposait des œuvres que l'occupant avait interdites. Dans les combats, au moment où s'approchaient les combats de la libération, il est venu, il m'a dit voilà une mitraillette, voilà 2 ordres de mission. Il y en a un qui est signé par un officier américain, si ce sont les Américains qui se présentent, tu lui montres. Si ce sont les FFI qui viennent les premiers, qui veulent toucher au film de la Cinémathèque, eh bien tu as aussi un ordre de mission de Rol-Tanguy. Et je lui dis, mais bon, et si ce sont les Allemands? Ben, il me dit, si ce sont les Allemands, je dis, je serai fusillé, ben ça ne fait rien. Tu défendras les films. Et donc, muni de cette mitraillette, j'ai passé plusieurs nuits à l'intérieur des caves du palais de Chaillot. En prenant congé de Langlois, Hensel lui dit avec un sourire « Et surtout, ne me dites jamais ce que vous avez gardé dans nos entrepôts. » Simone Signoret devait se rappeler avoir vu le cuirassé Potemkin pendant l'occupation, projeté dans la salle à manger de la famille Langlois. Et c'était bien des boîtes de pellicules que Langlois et une amie transportaient dans ce landau un jour de 1942. Toutes les femmes qui allaient consacrer leur vie à la Cinémathèque devaient retrouver grâce à Langlois quelque chose de précieux, arraché à la destruction, à l'oubli. Est-ce un hasard si elles étaient toutes des exilées? Monsieur Langlois n'est pas marié, n'a pas d'enfant. Non, 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 il vit pour la Cinémathèque, dans la Cinémathèque. On l'appelait le Pierrot lunaire, mais il n'est pas du tout Pierrot lunaire, il sait ce qu'il veut. Je me souviens qu'on a trouvé une fois dans les puces un film qu'on pensait qu'il était perdu complètement. C'était un film de Abel Gance au secours avec Max Linder. On ne se rendait pas compte qu'il sauvait vraiment toute une époque. Lotte Eisner n'avait jamais cessé de travailler pour Langlois, même dans les périodes les plus difficiles. Internée à Gours au début de la guerre en tant que ressortissante allemande, au moment de l'occupation, elle passa en tant que juive dans la clandestinité. Sous le nom de Louise Escoffier, elle faisait la cuisine dans un pensionnat de jeunes filles près de Montpellier quand un jour, Langlois lui demanda de s'installer pendant un certain temps au château d'une amie pour vérifier l'état des copies qu'il y avait cachées. Et ceci au risque de dévoiler son identité d'historienne d'art. When the Nazis in their Völkische Beobachter wrote, the Jewish Bolshevist journalist Lotte H. Eisner has written that and that. And they said about me, when heads will roll, this head will roll. So I said to my sister-in-law, I will go away from Berlin to Paris. I didn't even go home anymore. My sister-in-law packed my things and I went off. And when I met my brother-in-law in Paris, he said, "Oh, you are coming for a holiday?" I said, "Eugène, it will be a rather long holiday, I suppose." Après la guerre, Langlois devait lui confier de rassembler en Allemagne tous les documents qu'on pouvait encore trouver sur la grande période expressionniste. Les 3/4 du musée, lui dirait-il plus tard, c'est vous qui me les avez apportés. Grâce à ses recherches, Lotte Eisner retrouva les films de sa jeunesse berlinoise. Dans les années
30, je travaillais avec Jean-Benoît Lévy. Ses bureaux étaient en face de l'appartement des parents de Langlois, rue Troyon. Et Henri Langlois traversait souvent la rue, et comme ça, je l'ai connu. Il ramassait à ce moment-là tous les films muets qu'il pouvait trouver, et il les garait tous dans la baignoire de ses parents. Cette baignoire, c'est l'origine de la cinémathèque. Moi, je travaillais pendant la guerre à la Croix-Rouge, à Vichy. Et Langlois est venu me voir et il m'a rassuré sur les films de mon frère qu'il cachait dans un lointain château perdu dans la campagne parce que, à cause de notre origine israélite, tous ces films auraient été détruits. Alors, si de nos jours, on voit encore la chute de la maison Hucher, c'est grâce à Henri Langlois. Mon frère est mort subitement en 1953 et tout de suite, Henri Langlois est venu me voir et m'a proposé de rentrer à la Cinémathèque définitivement. En 1952 est arrivé le décret qui ordonnait que tous les films Flamme devaient être ou détruits ou classés à la Cinémathèque. Alors c'est des camions entiers qui déferlaient de films négatifs. Mais Langlois avait tellement peur de négliger un chef-d'œuvre qu'il prenait tout et il le classait comme il pouvait. Et c'est de là qu'est née la légende du désordre de Langlois. Mais la femme qui devait jouer le rôle le plus important dans la vie de Langlois se dérobait aux caméras, avait détruit ses documents d'identité et ne répondait pas aux questions. One night, I go there, we expect Flaherty, and we have, she says me, oh, you must go quick, take beer. Then I go there in this bar or buy beer, and just to the moment I go back, stop a taxi, and I meet Cavalcanti and Flaherty, and a woman who says in American, who is this man? And was Mary Merson. And during 6 months, I think she was an American. I never understand she was a widow of Merson. À Montparnasse, dans les années folles, elle avait posé pour Kissling et Kokoschka. Elle avait épousé Lazare Merson, l'architecte qui devait inventer pour un éclair des rues de Paris plus vraies que celles de la réalité. En 1938, la mort subite de Merson à Londres laissa Mary à la recherche d'une passion. Elle devait la trouver à Paris, auprès d'un jeune homme dont elle fit sienne la vocation. Pour les uns, elle devait l'exalter, pour les autres, elle en fut le mauvais génie. Comme pour effacer son propre passé, l'ancien modèle se laissa grossir, sans l'édit. Langlois, amoureux, la suivit. À côté d'elle, il peaufina son personnage public, imposa ses sautes d'humeur et n'eut plus peur d'être considéré comme un homme difficile. Tous les deux voyaient le monde comme divisé entre alliés et ennemis. Face aux jeunes, parfois, ils ont pratiqué l'adoption. Et leur choix ne se limita pas au monde du cinéma. Bernard Boursicot en est un exemple. À 16 ans, il rêvait d'aventures dans les pays exotiques. Choisi par Mary et Henri, il a vécu l'aventure de partager la vie quotidienne du couple. Au départ, je ne connaissais nullement la légende, ni d'Henri, ni de Mary. C'était un peu ma famille. Mary me disait, prenez soin d'Henri. Allez à Deauville, en Normandie, je vais organiser. Il faut qu'il prenne un peu de repos. Accompagnez-le, mon petit. Ces gens-là ne pouvaient pas m'intimider. Je vivais avec eux si naturellement. Le petit déjeuner avec Marcel Carnet, la fin de la soirée avec Roberto Rossellini. C'était Roberto, c'était Joris. Chacun avait un prénom et son identité s'arrêtait là. Mary disait, nous sommes les gens aux mains nues qui bâtissons le Louvre du cinéma. Elle disait, je ne sais pas ce que j'ai, que ce soit Merson ou Henri, de chacun j'en ai fait un génie. Langlois, je lui ai donné
des ailes d'aigle. La loi est faite pour être violée, mon petit. La loi est faite pour être violée. Avec Henri, l'habitude c'était toujours de s'arrêter devant la statue de Balzac, boulevard Raspail. Peut-être c'était sur Henri l'image d'un Langlois fougueux par rapport à un Balzac statufié par Rodin. Sans Lotte Eisner, sans Mary Emerson, sans tous les gens qui étaient autour de moi, et pas seulement des gens qui travaillaient permanemment. Prenons un exemple, sans Germaine Dulac, sans Jean Epstein, sans Jean Grémillon, sans M. Harley, sans Léon Matteau, sans Jean Tedesco, il n'y aurait pas de cinémathèque. Les films, c'était pas du tout pour les garder dans des boîtes. Il n'avait pas une mentalité d'archiviste, là encore, je vous l'ai dit. Il avait une mentalité d'homme de spectacle, de montreur de films, de montreur de rêves, c'est ça. C'était pas du tout pour la matière film. Une pellicule, ça n'avait pas tellement d'intérêt, mais une pellicule signée Ince, ou signée Griffiths, ou signée Méliès, ou signée Zeka, ou signée Chaplin, c'était ça qui comptait pour Langlois. Le rôle de la cinémathèque, c'est d'amener les gens vers les œuvres. J'observe, j'écoute, je regarde les jeunes gens, les courants, et comme notre rôle est d'aider, d'aiguiller, mais notre rôle aussi est d'écouter. Il y a deux sortes de cinémathèques. Les cinémathèques d'inhumation, qui sont des archives, et les cinémathèques d'exhumation, qui consistent à montrer ce qu'on trouve. C'est pour ça qu'on a reproché à Langlois d'être un homme de spectacle plus qu'un conservateur. La cinémathèque, c'est ça la merveille de la cinémathèque. Ce n'est pas une institution, et je ne suis pas devenu une institution. J'ai découvert la cinémathèque quand elle était avenue de Messine, je crois que c'était en 1948, et on se pressait tous les soirs, et je crois qu'avec quelques amis, dont j'ai fait la connaissance vraiment cette année-là, et qui maintenant font des films comme Astruc, comme Jacques Rivette, Éric Rohmer, Jean-Luc Godard, Chabrol, on était des fanatiques des premiers rangs, et il y avait tellement peu de fauteuils que finalement, du premier rang, on est même arrivé à regarder les films couchés par terre. Que ce soit dans la minuscule salle de l'avenue de Messine ou plus tard à l'école polytechnique rue d'Ulm ou au palais de Chaillot, Langlois a su trouver un public. Sa cinémathèque a permis aux jeunes de se retrouver. C'est une espèce de foyer. Les gens doivent sortir différents. La cinémathèque est tout de même le creuset où nous sommes formés tous. Oui. Enfin, il y a deux choses. D'une part, le fait que c'est par la cinémathèque n'ait pas existé, je crois que nous n'aurions pas vu tous ces films-là, nous n'aurions pas pu les voir. Dans les années 50-60, autour de la cinémathèque, prit forme ce que l'on a appelé la cinéphilie, une culture qui était aussi un culte et qui a marqué à vie ses fidèles. Pour Cocteau, Langlois était devenu le dragon qui veille sur nos trésors. Abel Gans devait choisir une autre métaphore. Cher Langlois, vous êtes pour nous le coffre-fort de la cinématographie internationale. Ça ne vous enrichit sans doute pas, puisque je vois qu'il vous manque un bouton, là. Comment ça se fait? Je suis trop gros pour le costume. Je passe des films à la cinémathèque avec l'espoir de les voir. J'ai jamais le temps d'y aller. À plus forte raison, vous n'allez pas dans les cinémas d'exclusivité. Oh, j'ai pas le temps, alors là, c'est matériellement impossible. Est-ce que ça ne vous pèse pas de ne pas être au courant des... Ah bah vous savez, je suis au courant sans en avoir l'air. J'écoute. Les cinéphiles que Langlois avait formés dans les années 50 allaient devenir les cinéastes de la nouvelle vague. On les appela les enfants de la cinémathèque. Mais il découvrit aussi des vocations pour faire surgir de nouvelles cinémathèques, pour former de futurs alliés. Au lendemain de la guerre, Langlois organisait une exposition à Lausanne.
Pendant une projection, il remarqua un tout jeune homme, ébloui par la découverte d'un chien andalou. Posant une main sur son épaule, il lui demanda s'il avait songé à organiser un ciné-club. C'était Freddy Buach, qui devait être pendant un demi-siècle l'esprit de la Cinémathèque suisse. Cette main qui était tombée sur mon épaule quand je sortais de l'exposition, c'était un peu la main du gourou qui a choisi un disciple. Et que, par conséquent, j'allais entrer dans la grande période d'initiation où il allait me faire subir un certain nombre d'épreuves. À cette époque, la grande rareté de certaines copies permettait au gourou d'imposer des épreuves très particulières. Il m'a dit, c'est possible, je vais te prêter une copie de l'âge d'or. Mais il y a à ça un certain nombre de conditions. Il faut prendre un ticket de train pour Lotte Eisner, qu'elle soit dans un wagon single. Ensuite, tu dois la conduire à son hôtel. Elle doit absolument pas quitter des yeux le paquet. Elle dormira avec le paquet sous son lit. Le lendemain, elle emportera elle-même le paquet dans la cabine de projection. Elle restera dans la cabine de projection et à la fin de la projection, elle reprendra le paquet, etc. On fera le voyage en sens inverse. Au sein de la Fédération internationale d'archives de films, la manière autocratique de Langlois suscitait des réticences. Dans ce microcosme, il y avait bien sûr le conflit avec Ernest Lindgren, le patron des archives britanniques, farouchement opposé à toute projection, pour qui les cinémathèques n'avaient pour mission que de protéger leurs copies pour une lointaine postérité. À l'autre extrême, Iris Berry, du Musée d'art moderne de New York, soutenait Langlois. Elle avait été la première à dire qu'il ne saurait exister de cinémathèque sans projection. Mais au-delà des questions de principe, il y avait un sérieux problème de personnalité. Il était un homme difficile. Il pouvait passer pour un dictateur. Il y avait peut-être des injustices, une manière de jeter l'opprobre sur celui-ci ou sur celui-là. Ainsi, Jacques Ledoux, de la Cinémathèque royale de Belgique, proche de Langlois par son talent et sa passion, osa questionner son autorité et ne fut jamais pardonné. Et ceci, malgré les efforts de Maria Adriana Prolo, du Musée du cinéma de Turin, qui essaya pendant 20 ans de les réconcilier. Truffaut disait que parler avec Langlois était devenu comme d'ouvrir un roman d'espionnage à la page 84. Parmi les nombreux participants du congrès de la Fédération internationale des archives du film à Lausanne, nous rencontrons l'historien du cinéma Georges Sadoul, le conservateur de la Cinémathèque de Paris Henri Langlois et son collègue polonais Töplitz. C'était l'arrivée des gens qui pouvaient être plus proches de leur gouvernement, qui commençaient d'hésiter entre l'amour du cinéma et la technocratie. Même après sa sortie fracassante de la Fédération, Langlois continua à intriguer pour que la FIAF ne puisse exister sans la Cinémathèque française. Il devait dire « Au Congrès, je brille par mon absence et mes espions ». Malraux n'avait jamais cessé de soutenir la Cinémathèque française. La lettre du président de la FIAF, le polonais Töplitz, lui demandant de mettre fin aux abus de Langlois, était restée sans réponse. Pourtant, en 1968, il devait lâcher Langlois. J'ai des amis, j'ai des ennemis qui sont devenus des amis, et j'ai des amis qui sont devenus des ennemis. Ça n'a aucune importance. Avec des histoires de films perdus, de boîtes rouillées, de copies occultées, de comptabilité défectueuse, une légende noire avait pris corps autour de Langlois. Le 9 février 1968, il est relevé de ses fonctions par un conseil d'administration sous influence du ministre de la Culture. Langlois, comme toujours, refuse le dialogue, mais d'autres prennent la parole. Un comité de soutien est formé, des cinéastes du monde entier interdisent la projection de leurs films si Langlois n'est pas réinstauré et menacent de reprendre leurs copies déposées à la Cinémathèque. Les réactions gagnent la rue, inquiètent le gouvernement. Même Pierre Mendès France se penche sur l'affaire. Il fera la synthèse de ce que les pouvoirs publics n'avaient pas su comprendre. Au-delà de l'homme, ou plutôt confondu avec lui dans une symbiose qui durera probablement jusqu'à sa mort, il y a son œuvre, la Cinémathèque. Un musée du Louvre qui aurait enfanté Renoir et Braque, une bibliothèque nationale qui aurait nourri Proust et Éluard.
pour moi, ça a été une curieuse période parce que c'est à la fois, j'avais dit ouf, parce que j'avais passé 3 années d'agonie. Ouf, je suis débarrassé. Et puis d'autre part, je sais pas, c'est une chose assez rare. Enfin, je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient eu cette chance d'assister à leur enterrement vivant. Mais un enterrement merveilleux, parce que dans les enterrements, vous comprenez comme on est mort, même vos ennemis vous pleurent. Tandis que là, je savais qui étaient mes amis. Je n'ai eu que mes amis pour me pleurer, pas mes ennemis. Il y a eu un haut lieu dans Paris où on a appris ce qu'était le cinéma, mais aussi qui a formé une génération qui est celle de Truffaut, de Godard, de Rivette, etc. On a accusé de cette cinémathèque de ne pas être rentable. Qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire d'épicier alors qu'il s'agit d'un musée? La rentabilité de la Cinémathèque Langlois. Bon, je voudrais bien savoir quelle est la rentabilité de la Comédie Française, du musée du Louvre, sa place sur ce plan-là, puisqu'il s'agit de gros sous, puisqu'il s'agit de comptabilité, puisqu'il s'agit de dire que les registres n'étaient pas bien tenus. Bon, je voudrais bien savoir la rentabilité de la bombe atomique. Merci Jean-Louis Maury. Quand le nouvelle direction est arrivée et a pris possession des lieux, le nouveau directeur est venu me voir dans mon bureau et m'a dit « Je suis le nouveau directeur ». Parce que vous comprenez, il m'a dit, la cinémathèque maintenant ce n'est plus la baignoire de Langlois, c'est le palais de Chaillot. Alors je lui ai dit « Monsieur, et qui est-ce qui a conduit la cinémathèque de la baignoire au palais de Chaillot ?» Alors il m'a dit c'est Langlois. Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, à sa place? Cette réflexion simple de mairie au petit déjeuner avec Henri. Henri, n'est-ce pas? S'ils avaient pris des gants, ils pouvaient nous étrangler. Mais comme ils sont arrivés avec leurs grosses bottes, comme la Gestapo, ils ont tout perdu. C'était si simple. Quand on gagne une bataille, il faut aller jusqu'au bout. On ne s'arrête pas à mi-chemin. Bon, on a gagné une immense bataille en 68. Maintenant, revenir en arrière, c'est impossible. Et maintenant, je tiens, si vous permettez, mon bon et cher maître et vénéré maître, d'ouvrir une petite parenthèse pour remercier un monsieur dont on n'a jamais parlé dans cette malheureuse affaire du cambriolage de votre cinémathèque, qui a indigné le monde entier, parce que j'étais à New York quand Arthur Penn a dit on va faire une manifestation pour recevoir le délégué, celui qui vous remplaçait. On devait le recevoir à sa descente d'avion. Et on a accueilli juste ici avant qu'il prenne l'avion. Mais il y a un homme à qui j'ai écrit et vos persécutions ont cessé, il faut le remercier de tout cœur, c'est le général de Gaulle. Je ne peux pas ne pas le remercier. Voilà. Parce qu'effectivement, mes persécutions ont cessé. Voilà. Après la lettre que je lui ai écrite pour lui expliquer ce qui se passait, il l'ignorait. Il m'a remercié et tout s'est arrêté net. Voilà. Vive le président. Après la tempête, une raclée d'honneur. Au lendemain de la libération, Langlois avait voulu rendre aux majors américains les copies de leurs films qu'il avait sauvés. Hollywood ne l'oublia jamais. Here is a man, a Frenchman, a man of destiny, born to do one thing. Nothing in life means anything to Henri Langlois but film and the preservation of film.
He has no money. He has very little power. He's from a small country as the world goes. In spite of that, he's managed, through his dedication, I think he would die for the films he's collected, and they are the largest film collection in the world. Attention, le micro. Regardez, monsieur Langlois, vous regardez par là. Vers nous, là. Oui, d'accord. Voilà. Vous la refaites une fois. Voilà. Non, vous la refaites l'arbitre. So now, I would like to bestow my Legion of Honor on Monsieur Langlois, who has done so much for films in the world. Et maintenant, M. Hitchcock voudrait à son tour remettre la Légion d'honneur à M. Langlois, qui a fait tellement de choses pour le film dans le monde entier. C'est l'époque où les grands noms du cinéma américain faisaient la visite rituelle de la Cinémathèque lors de leur passage à Paris. Langlois se paye le luxe de ne plus cacher son intolérance de la bêtise. Henri Langlois, vous avez eu la chance d'accueillir... Non, pas la chance, c'est la joie. Charlie Chaplin, comment va-t-il? Si vous voulez que je vous dise comment va-t-il? Il est venu par hasard. Non, je ne pense pas qu'il soit venu par hasard. Je pense qu'il avait envie de connaître la Cinémathèque depuis longtemps. Oui. Et j'espère qu'il a été content. Et finalement, l'essentiel des gens dans la salle étaient des étudiants. Je ne sais pas, mettons que ce sont des jeunes gens. Pourquoi les étudiants? Ça pourrait être aussi des cuisses de concierge. Est-ce qu'on peut expliquer, enfin, de façon un peu plus directe, le passage de Charlot à M. Verdoux? Mais il n'y a pas de passage, c'est le même. Je ne peux pas vous expliquer. On ne peut pas parler de cinéma, c'est ridicule. Actuellement, le cinéma a cessé d'être un art collectif. Maintenant, n'importe qui peut faire du cinéma. N'importe quel amateur. Petit à petit, ça coûtera tellement bon marché de faire du cinéma que tout le monde pourra en faire. À partir de ce moment, ça devient aussi difficile d'en faire vraiment du bon que dans la peinture ou dans la littérature. Tout le monde peut écrire, tout le monde peut dessiner. Ce qui sera toujours difficile à faire, c'est de bons western. Car, c'est pas avec une caméra de Super 8 qu'on ira faire, parce qu'il faut créer le décor, il faut retrouver... Je connais le meilleur western que je connaisse de ces dernières années, c'est pas un film d'Hollywood, c'est Lonesome Cowboy d'Andy Warhol, ça a été tourné comment? Pour la première fois de sa vie, Langlois tient des cours à Nanterre et à Montréal. Quand je vois Octobre, j'ai l'impression de me trouver en Italie, devant le tombeau de Jules II, de Michel-Ange. Parce que c'est la même chose. En 1911, il y avait un metteur en scène français absolument inconnu, ne figurant dans aucune histoire du cinéma, dans aucune critique, qui avait tourné un film en 1911 avec la technique de 1928. Les 10 meilleurs films du monde sont de Chaplin. Si on croit que le métier de producteur n'est pas un métier, si on croit que le métier de directeur de production n'est pas un métier, ce que la plupart des gens croient aujourd'hui, et surtout les producteurs dans nos pays, eh ben, c'est foutu. Tout d'un coup, j'ai découvert que le cinéma parlant commence maintenant. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de cinéma parlant. Le cinéma parlant commence maintenant. Moi, après, ça m'est égal. Mais ça m'est égal, je peux être clochard, ça m'est égal. Mais ce que je voudrais, c'est terminer la Cinémathèque. Une superstition anglaise veut que la noblesse d'une demeure se mesure à la qualité de ses fantômes. Le musée de Langlois, dernier cabinet d'amateurs, restera comme son autoportrait le plus fidèle. Celui d'un homme qui, comme le personnage de Borges, collectionne des objets disparates et à la fin de sa vie comprend que leur assemblage dessine la forme de son visage.
Une seule hantise gouverne ces lieux. Lutter contre l'éphémère. Célébrer la magie de l'image enregistrée qui restitue l'apparence de la vie, qui voudrait ignorer le passage du temps. Ça a été ma hantise, profiter de ce que les gens vivent encore. Ce qui fait que lorsque j'ai fait ce musée, je me suis souvenu que Herman Ward en vivait encore, et j'ai eu l'idée, je dis c'est la seule solution, c'est de reconstituer le décor de Caligari. Mon idée était que les gens marchent dans le décor, que le public entre dans le décor de Caligari. Si ce n'est qu'un fragment du décor, c'est un faux, bien sûr, parce que c'est pas le décor de Caligari de 1919, mais c'est aussi un vrai, puisque c'est le constructeur du décor qui l'a construit. C'est un endroit où on traverse toute l'histoire du cinéma, où on revit de salle en salle l'histoire du cinéma, et on aboutit à la salle numéro X, où on projette les œuvres. C'est un mélange entre le Louvre et la Galerie Mazarine. C'est l'avantage entre le spectacle, entre le musée de théâtre et le musée de cinéma, c'est qu'on ne peut pas montrer dans un musée de théâtre autre chose qu'une gravure représentant Molière. On ne verra jamais Molière jouer les femmes savantes. Les gens marchent, ils sentent quelque chose. Le vrai musée, c'est la salle de projection, vous savez. Que de noires actions j'ai dû commettre avec un maillot de soie moins noir et laissant transparaître un corps de 20 ans bien roulé, si j'en juge par quelques séquences qui ont passé au crible des années. Le film s'appelait Les Vampires. J'étais la vampe, première vampe du monde sous le titre d'Irma Vep, anagramme de vampire. Je n'avais qu'à me laisser tomber d'un toit du 8e étage sur le trottoir une corde à la taille, passer sous un véritable train pourvu de 45 wagons pour le moins, tomber dans une trappe de 2 mètres de haut, bien certainement sur un matelas, sauter d'une auto en marche et me faire écraser sur l'asphalte par une énorme Peugeot, bras et jambes ficelés et sans défense. On risquait sa vie tous les jours, mais on s'amusait. Oui, j'ai bien fait partie de la belle époque. Avec le temps, les orages, avec les triomphes, avec les chutes, avec l'adversité, Henri Langlois était devenu méconnaissable. Il reste de lui cette silhouette énorme qui évoluait dans le décor de son musée, la respiration suffocante, le cœur défaillant, mais comme autrefois et jusqu'à la fin, la démarche légère. And you see, this is the Tour Eiffel. It's a very big monument. It's the last one of Paris. After the Tour Eiffel is only nothing in Paris. It's the last, comment dirais-je, testament of the old French before the skyscrapers. And, you know, in 1923, I was ill, then the doctor says, you must go to the mountain. My mother said, no. First, we have no money, second, he don't like. Then he said, then go to the Tour Eiffel, it's the only way. Then I go to the Tour Eiffel during 1 month each morning, each day, afternoon. And in this time, René Clair was filming Paris qui dort.
Mais la Cinémathèque devait faire éclater l'idée même du musée, transformer tout Paris en musée du cinéma à ciel ouvert. Les images de Paris que les spectateurs du monde entier avaient appris à reconnaître dans le passé étaient la fabrication de directeurs d'art de génie, souvent des centraux européens, comme Lazare Mersenne pour des films de René Clair ou Alexandre Trauner pour ceux de Marcel Carné. Le flâneur cinéphile croyait retrouver à travers Paris les toiles de fond des films qu'il avait fait rêver. La Cinémathèque a réappris aux gens à regarder. Les enfants de Langlois ont commencé par tourner en décor naturel. Mais ils les ont transfigurés, découvrant un romanesque inattendu dans la réalité des rues et des ponts. Aux fantômes de la pénombre de Chaillot ont commencé à répondre les créatures d'autres fictions, hantant sous le soleil les décors réels d'un cinéma nouveau. C'est ainsi que les personnages de Paris nous appartient et du Cygne du Lion arpentaient toujours le pont des Arts. C'est ainsi qu'à Montparnasse, la rue Campagne Première restera à jamais l'arène sur laquelle trouve sa mort le héros d'À bout de souffle, le film phare de la modernité. Pour l'instant, il y a des films définitivement perdus, mais enfin, c'est une chose merveilleuse. Je crois que les films ne sont pas perdus, on va tous les retrouver. Qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, au lieu de se lancer vers l'avenir, un jeune homme décide de consacrer sa vie à sauver les traces du passé? Où trouver une réponse? Sur les lieux de l'enfance? Langlois était né à Smyrne. Il y grandit, entendant parler le français de ses parents, le grec de Saint-Maurice, l'ancien espagnol des Juifs séfarades, l'italien, le turc, l'arabe et l'anglais d'une population vouée aux dieux du commerce, bercée par la douceur de vivre de la Méditerranée orientale. Le vieux cinéma Alhambra, où Langlois, enfant, avait peut-être vu son comte de Monte Cristo, ne nous livre aucune clé. Izmir, Smyrne. En 1922, à l'issue de la guerre gréco-turque, Smyrne fut détruite par un gigantesque incendie qui dura plusieurs jours. Les Européens, sauvés sur des bateaux affrétés par leur pays d'origine, sont partis, laissant derrière eux leurs biens et les ruines d'un monde devenu inacceptable pour les faiseurs de l'histoire. Sur le pont du bateau qui devait l'emmener en France, Henri Langlois, 8 ans, regardant s'éloigner les ruines fumantes de sa ville natale, priait le capitaine « Prenez des photos, prenez des photos ». Peut-être qu'il faut tout avoir perdu très tôt pour vouloir plus tard tout sauver.
C'est un rêve que je faisais presque 2 fois par an quand j'étais un enfant. Ça a cessé à l'âge de 20 ans après, mais c'est assez curieux. Je rêvais que j'étais dans une ville et que cette ville était attaquée. Et alors, pendant que les gens se battaient, moi je disais il faudrait sauver les trésors de la ville. Et alors je remplissais une espèce de, mettons, une charrette avec des trésors. Et puis j'essayais de foutre le camp avec ces trésors. Et j'y arrivais jamais. Au moment où je croyais réussir, je n'y réussissais jamais. Le passé existe conjointement avec le présent. Il faut oublier le présent et vivre dans le présent en regardant le passé. À ce moment-là, on cherche le passé et on le trouve. Partout. Partout. C'est une course avec la montre et avec la mort. Encore tout gosse, donc je ne connaissais pas l'histoire. Pour moi, il y avait le présent, mais il n'y avait jamais ni le futur ni le passé. Et alors, je suis allé au cinéma, je ne sais pas si c'est la première fois ou si c'est la seconde, et j'ai vu Jeanne d'Arc, qu'elle prenait Paris. Et je savais que mon père était à Paris. Et alors, je m'étais imaginé qu'il y avait plusieurs Paris. Il y avait le Paris de Jeanne d'Arc, le Paris de mon père. Et j'ai comme ça une notion tout à fait particulière du temps, parce que le temps, pour moi, c'est de l'espace. Et ce n'est pas du temps. Pour moi, le cinéma, c'est l'approche du monde entier vers vous. C'est à la fois la réalité, le rêve, c'est la connaissance, c'est tout. Mary Merson disait que le calvaire de Lena Hicks, de Sternberg, réapparaîtrait le jour où l'humanité le mériterait.